Depuis 2000, le système ne fonctionne plus que par la dette. Vous êtes dans une logique qui n'a plus de fin. Vous êtes dans une fuite en avant. On essaie de leur faire croire que tout va bien, et c'est faux. Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Bonjour Olivier. Bonjour. Bienvenue sur Sismic. Bien, merci de m'avoir invité. On a 1 heure à passer ensemble. Je voudrais qu'on commence par une question simple. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, je m'appelle Olivier Delamarche. J'ai été dans la finance. J'ai été trader. Vous savez, ceux qui gagnent de l'argent en dormant. J'ai été trader. J'ai été analyste financier. J'étais analyste économique, etc. Et puis en 2005, j'ai quitté ce monde-là. Et puis j'ai monté une société de gestion que j'ai revendue en 2014. Ensuite, j'ai fondé 2 sociétés à Genève. J'ai quitté Paris. J'ai fondé 2 sociétés à Genève. Un family office, donc qui s'occupe de familles qui ont leur argent à gérer et qui me le donnent à gérer. Et puis, j'ai fondé une autre société avec un copain de Paris qui s'appelle PrimeView Suisse et qui fait de la gestion pour des institutionnels. Voilà. Et puis, en même temps, j'ai fondé un think tank qui s'appelle les Éconoclastes, dans lequel il y a un certain nombre d'économistes. On est absolument apolitique, c'est-à-dire on a des gens comme Jacques Sapir, comme Pierre Sabatier ou moi, ou Charles Gave. Donc on balaye assez large en termes de positionnement économique. Et puis on a aussi une partie géopolitique dans ce think tank avec des gens comme Pierre Conessa, qui est l'ancien directeur de la DGSE sur le Moyen-Orient. Et donc, voilà, on essaie d'avoir ce groupe de réflexion. On fait un certain nombre de conférences dans l'année, etc. Et puis, j'ai été un peu connu parce que j'ai sévi sur BFM pendant un bon bout de temps, de 2009 à 2017. Et le lendemain de l'élection de M. Macron, on m'a signifié que je disais des choses qu'il fallait pas entendre sur BFM. Donc, on m'a indiqué la porte de sortie et voilà. Et maintenant, je suis chroniqueur. J'ai une émission hebdomadaire sur RT France. Okay. Qui est, contrairement à ce qu'on peut penser des Russes, qui est le seul endroit aujourd'hui où je pense que médiatiquement, on peut dire ce qu'on veut. Voilà. Ok. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Bah, on va pouvoir dire ce qu'on veut ici, en tout cas. Il n'y a pas de censure. Je voudrais peut-être qu'on commence par des questions de compréhension pour poser le cadre sur ce sujet d'économie et de finance qui est pas forcément, qui est pas simple, en tout cas pas pour moi. On a l'impression que le fait économique est devenu un peu l'alpha et l'oméga et que peut-être beaucoup plus qu'auparavant, le vrai pouvoir appartient à ceux qui en maîtrisent les codes, sont capables de démontrer qu'ils comprennent la manière dont tout ça fonctionne. On a un président qui est un ancien banquier, enfin une sorte de banquier. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il a compris quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il a compris quelque chose, mais je veux dire, il y a de plus, l'actualité économique est devenue absolument centrale dans l'explication de la manière dont C'est pas qu'il est devenu, je pense qu'il a toujours été, c'est l'environnement dans lequel on évolue. Donc on ne peut pas dire que on s'en désintéresse ou que c'est secondaire. C'est là-dedans que vous travaillez, c'est là-dedans que vous obtenez vos revenus, c'est là-dedans que vous vivez. Donc c'est quelque chose évidemment de central. La seule chose, c'est toujours le même système, si vous voulez. C'est que tant que tout va bien, bah, finalement personne ne se pose de questions. Vous déroulez votre vie et tant que vous n'avez pas d'accident, si vous voulez, vous n'avez pas à vous poser 36 000 questions sur la marge de l'économie. En revanche, bah, évidemment, quand ça commence à coincer, quand ça commence à aller mal, quand il commence à y avoir plus de questions que de réponses, bah là, vous vous y intéressez et c'est normal. Mais souvent, c'est trop tard.
Donc, il vaut mieux s'y intéresser avant. Ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet qui est... En fait, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on est capable d'effectivement comprendre la manière dont fonctionne le monde actuel, son évolution, ses dynamiques, si on ne comprend pas en profondeur le fait économique, voire la finance. Alors, sachez que pour comprendre l'économie, c'est pas, faut pas avoir fait 15 ans d'études. Hein. C'est du bon sens, l'économie. C'est rien de plus que du bon sens. C'est-à-dire que vous avez plus un économiste qui sommeille dans chaque paysan que dans chaque bac plus 12 énarque. L'énarque n'a jamais rien compris à l'économie. C'est bien d'ailleurs notre malheur. Et pas plus Monsieur Macron que les autres. C'est pas parce qu'il a été à quelques déjeuners pour faire des affaires il faut le prendre pour ce qu'il n'est pas. Donc voilà, vous êtes aujourd'hui dans un environnement qui se complexifie parce que il faut bien comprendre qu'aujourd'hui on n'arrête pas de vous parler de crise à la télé, etc. Vous n'êtes pas dans une crise. Vous êtes vraiment dans un changement de modèle. C'est-à-dire que le modèle qui a prévalu pendant les 30 Glorieuses, pendant les 40 dernières années, est en train de changer. Alors c'est quoi ce modèle déjà qui a prévalu depuis dans quel modèle on est actuellement? Vous étiez dans un modèle, enfin je vais enfoncer des portes ouvertes, mais depuis les années 60, vous étiez dans un modèle où il y avait de la croissance, il n'y avait pas de chômage, vous aviez très peu d'impôts. Les rares fois où vous quittiez une société, parce que généralement vous faisiez toute votre carrière dans le même travail, mais quand vous quittiez une société, 3 jours après ou 4 jours après, vous retrouviez du boulot. Enfin, on était dans Ça, c'est les 30 Glorieuses, ça fait quand même longtemps qu'on est sorti de ce modèle. Non, pas tellement. Non, pas tellement, parce que finalement, dans les années 80-90, on avait de la croissance, on avait très peu de chômage. Après, ça c'est venu, mais on était encore dans une période où finalement on n'a pas connu de gros pépins, de gros accidents, etc. Et puis là, tout d'un coup, on arrive au bout de cette période-là. On arrive au bout de cette période-là. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de croissance. La croissance potentielle, parce que démographie, parce que beaucoup de choses qui viennent contrecarrer, si vous voulez, la croissance. Dans les années 60, on avait 6-7% de croissance. Là, aujourd'hui, si on fait une année, mais c'est extraordinaire. Donc, on n'avait pas de dette, on n'avait pas de chômeurs dans les années 60. Aujourd'hui, on en a. Et on en a beaucoup. C'est-à-dire que le gouvernement se réjouit parce que tout d'un coup, vous avez 10 000 chômeurs de moins et que vous passez en dessous des 9%. Mais la réalité, elle est tout autre. Ça, c'est des chiffres marketing, si vous voulez. Les vrais chiffres du chômage en France, c'est plutôt proche de 20%. C'est-à-dire des gens qui ont soit des boulots très très précaires, qui travaillent très peu de temps par mois, soit des gens qui sont complètement sortis du système. Et donc, on ne les comptabilise plus. Mais ça n'empêche qu'ils sont là. Et donc, là, vous êtes plus proche de 20%. Quand on vous dit aux États-Unis, ça se passe merveilleusement bien, ils sont en plein emploi, c'est faux. Ils ne sont pas à 3,6% de chômage. Ils sont proches des 20 aussi. En Espagne, en Italie, vous êtes proche des 30. Mais jamais on va vous le dire. Parce que il faut qu'on vous donne des chiffres qui vont vous permettre d'être élu. Donc, et on vous dit, tous ces chiffres-là sont des chiffres qui, si on rentre dans le détail, on s'aperçoit que c'est pas du tout ce qu'on vous vend toute la journée dans les médias mainstream. Donc, il faut faire attention à ça, il faut être critique, il faut réfléchir. Les chiffres de croissance ne sont pas non plus les bons, les chiffres et tout ça fait que
on essaie de faire tenir le système politiquement pour qu'il y ait moins de gilets jaunes dans la rue, pour qu'il y ait moins on essaie de leur faire croire que tout va bien se passer, etc. Mais c'est faux. Malheureusement, ce que je vous ai dit, on n'est pas dans une crise. La crise, la caractéristique de la crise, c'est que une fois qu'elle est passée, passager, oui. Vous revenez à l'état initial. D'accord ? Vous avez une crise de foie, vous avez très mal au foie. 3 jours après, vous n'avez plus de crise de foie. Et oui, ça fait 40 ans qu'on entend parler de crise. Voilà. Bon. Donc la crise, c'est pas un problème, je dirais. La crise, c'est normal, c'est une respiration normale de l'économie. En revanche, là où c'est beaucoup plus inquiétant, c'est quand vous changez de modèle. D'abord parce que vous n'avez pas le suivant, par définition, parce que vous n'avez pas le suivant et que vous savez que ça va complètement bouleverser les choses parce que vous ne reviendrez pas à l'état initial. Vous serez dans un autre état. C'est quoi ce modèle actuel ? Qu'est-ce qui le caractérise ? On parle de financiarisation de l'économie, Oui. On parle de la distinction entre économie réelle et économie financière, on parle beaucoup de dette, et je pense qu'on va creuser un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qui définit le modèle économique dans lequel on est actuellement au niveau mondial ou ne serait-ce qu'en Europe ? C'est qu'on a adopté un principe qui est curieux, c'est de penser que c'est la queue qui remue le chien et pas le chien qui remue la queue. En gros, c'est qu'on vous dit la finance va bien, donc l'économie réelle va bien. Non. Si l'économie réelle va bien, la finance va bien. Ça, c'est logique. Mais c'est pas parce que la finance va bien que l'économie réelle va bien. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une économie de marché. On est dans une économie planifiée et dont les prix sont fixés par les banques centrales. Les prix des actifs ne sont plus libres, ils sont fixés par les banques centrales. C'est depuis quand ça, en gros, que ça depuis 2009. D'accord, de post-crise 2008. Post-crise, c'est-à-dire que tous les grands argentiers du monde se sont réunis et ont décidé qu'ils feraient tout. Alors, il y a cette phrase formidable de Monsieur Draghi, le patron de la Banque Centrale Européenne, qui dit en 2012 je ferai ce qu'il faut pour faire tenir l'euro sans aucune limite. Donc les dés sont pipés en haut. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, déjà, vous connaissez la phrase d'Einstein qui disait il y a que 2 choses qui sont illimitées, infinies. Il y a l'univers et la bêtise humaine. Et pour l'univers, je n'en ai pas encore la preuve. Donc, en revanche, on a eu la preuve depuis un certain temps que la bêtise, elle a été illimitée. Et là, c'est une phrase d'une bêtise épouvantable. Donc on est sorti d'un marché qui a un fonctionnement normal. On est sorti d'un marché. Le marché, c'est quoi ? C'est un endroit où on fixe un prix, où on met des vendeurs, des acheteurs, et on trouve un prix d'équilibre. Là, ça n'est absolument plus le cas, puisque vous n'avez plus qu'un seul acheteur, qui est la Banque centrale. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les prix sont faussés. C'est la Banque centrale qui détermine le prix des actifs. Et à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus dans un marché. Vous êtes dans un régime de fixation des prix, comme au temps... Qu'un seul acheteur, c'est-à-dire, parce qu'il y a plusieurs acheteurs et vendeurs sur le marché. Il n'y a plus que la Banque centrale qui rachète. Voilà, exactement. Comment ça fonctionne en fait ? Elle émet des Non, c'est qu'elle elle fait en fait tourner la planche à billets, si vous voulez. C'est-à-dire que en effet, elle crée de l'argent. Ce qu'on appelle les quantitative easing, c'est ça ? Pour acheter, mais non seulement les dettes de l'État, mais les dettes des entreprises privées, de plus en plus pourries, si vous voulez, parce qu'elles ne trouvent plus les bonnes dettes, donc elle va sur des entreprises pourries, et puis elle fait la même chose sur les actions, sur les indices, etc. Vous avez aujourd'hui 70% du marché des trackers et des fonds, par exemple, qui sont achetés par la Banque du Japon. La Banque du Japon achète littéralement tout son marché, que ce soit le marché des actions, que ce soit le marché obligataire. Pourquoi ? Tout simplement parce que faut bien comprendre que depuis 2000,
Depuis 2000, le système ne fonctionne plus que par la dette. C'est-à-dire que comme vous n'avez plus d'augmentation de revenus réels, eh bien, il faut que, si vous voulez qu'il y ait de la croissance, faut bien comprendre, on va reprendre plus d'augmentation de revenus départ. Au niveau des salaires Vous avez le PIB, ce qu'on vous présente comme la croissance mondiale. Le PIB, aujourd'hui, c'est aux 2/3 dans les économies occidentales, c'est représenté par la consommation des ménages. D'accord ? Donc, pour que le PIB augmente, il faut de la consommation des ménages, puisque ça représente quand même lourd, 70%, les 2/3, ça pèse lourd dans la croissance. Ça veut dire quoi ? Si vous voulez qu'il y ait de la croissance, ça veut dire que le ménage a plus d'argent pour consommer, on est bien d'accord. Bon. Pour que le ménage ait plus d'argent à consommer, ça veut dire qu'il en gagne plus, que ses revenus augmentent. Bon. Ces revenus, après impôts, après charges, etc., charges obligatoires, etc., ces revenus disponibles. Or, il se trouve que depuis les années 2000, on n'a pas d'augmentation de revenus. Et ça, c'est pas simplement en France, c'est pas simplement en Italie ou en Espagne, c'est aux États-Unis, c'est partout dans le monde. On a la Chine quand même qui a connu... La Chine, c'est autre chose. La Chine, c'est un pays en voie de développement, on n'est pas en Chine encore. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, vous avez dans les pays dits matures, si vous voulez, vous avez dans ces pays-là une croissance qui, je vous dis, est aux 2/3 la consommation des ménages. Or, la consommation des ménages, il faut que les ménages ils aient plus d'argent. Un des trucs, si vous voulez, c'est soit d'augmenter les salaires, soit de baisser les charges obligatoires. Donc les impôts, entre autres, etc. Bon, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les ménages ont de plus en plus recours à quoi ? À l'emprunt. D'accord ? Donc, les ménages s'endettent. Je voudrais faire une petite digression sur la question des salaires pour bien comprendre pourquoi ça n'augmente pas, alors qu'on voit les revenus de certaines entreprises qui continuent d'augmenter. C'est aussi... C'est parce que la part de la répartition... C'est la part de la valeur ajoutée qui part plutôt aux dividendes aux salariés. Et puis que vous avez des pays qui s'endettent de plus en plus, aussi au niveau étatique, et que la dette, c'est quoi ? C'est de l'impôt futur. C'est ce que vous ne pouvez pas payer tout de suite, vous vous endettez parce que vous reportez le problème sur le futur. D'accord ? Et donc, ça veut dire que vous avez de plus en plus d'impôts, donc ça veut dire que votre revenu disponible après impôt, il diminue. Et donc, qu'est-ce que vous faites, vous aussi ? Vous vous endettez. Vous endettez pour consommer. Le problème, c'est que vous vous endettez pour consommer, le ménage, et que l'État s'endette. Et là, pas pour investir, pour consommer lui aussi, c'est-à-dire pour ses charges courantes aussi, c'est-à-dire pour payer ses fonctionnaires, etc. Si vous vous endettez pour investir et que vous avez, au bout de quelques années, un retour sur investissement, ok, très bien. Ça vous permet non seulement de rembourser votre emprunt, mais en plus de faire de la croissance. Mais là, c'est pas le cas. Là, vous payez des impôts et vous vous endettez pour le fonctionnement quotidien de l'État. C'est exactement, imaginez pour bien vous fixer les choses. Imaginez, vous êtes un ménage, vous allez faire tous les ans un emprunt auprès de votre banque de 200 000 € pour manger. Ça ne peut pas tenir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, si vous empruntez 200 000 € pour vous acheter un appartement et le louer, là, ça a une raison d'être, si vous voulez. Si vous empruntez 200 000 € tous les ans pour pouvoir manger, là, il y a un problème. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais le rembourser, cet emprunt. Et c'est ce à quoi arrivent les pays aujourd'hui, qui sont tous surendettés
et qui ne peuvent pas faire machine arrière aujourd'hui. C'est-à-dire que s'ils arrêtent de s'endetter, si les ménages arrêtent de s'endetter, mais c'est même pas qu'ils peuvent pas rembourser la dette, c'est que vous n'avez plus de croissance. Parce que toute la croissance aujourd'hui repose là-dessus. Et donc vous ne pouvez pas, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous entendez que les taux d'intérêt sont à 0, voire négatifs, eh bien vous pouvez vous dire que on ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir avec des taux positifs et largement positifs parce que ça serait une catastrophe. Ça ferait s'écrouler tout le système. Alors, avant d'aller pour comprendre justement ces effets de blocage, je voudrais qu'on continue aussi à développer un peu la dette. Et j'ai un élément de compréhension que je n'ai pas aujourd'hui. Quand je fais le constat en fait, d'où on en est. C'est-à-dire qu'on a eu une grosse crise financière en 2008. On a évité le chaos de justesse en créant de la dette. Mais il ne fallait pas le faire. Il fallait laisser faire les choses. Voilà. Ouais. Donc on n'a pas laissé justement la correction se faire. Tout à fait. Donc on est sorti de cette logique de marché qui s'autorégule. Voilà. Et donc on a commencé cette logique de maintenir, de sauver les gros pour éviter que le système s'effondre, comme ça aurait pu se faire comme en 29. Voilà. Aujourd'hui, on est dans ce qui est la plus longue période de croissance des marchés jamais vue. Des marchés. Voilà. Donc tout le monde se congratule en disant Trump tweet encore si je m'en vais, les marchés s'effondrent, etc. En même temps, en parallèle, au niveau macroéconomique, on a une redistribution un peu des cartes depuis 10-15 ans avec la montée en puissance de la Chine notamment, la stagnation des pays développés. On a une dette mondiale cumulée de 230 000 milliards d'euros. Et on continue d'émettre des milliards tous les jours sans qu'on ait l'impression que ça pose un problème en fait à qui que ce soit. Donc je voudrais bien comprendre comment ça fonctionne. Déjà, qui émet la dette ? Pourquoi ces milliards qui sont déversés dans l'économie, on ne les voit pas en fait ? Mais vous ne les voyez pas parce qu'ils ne sont pas déversés dans l'économie. Ils sont déversés dans la poche des banques. Alors, ils vont ni sur l'investissement. Il y a une partie qui vont sur le fonctionnement des États qui s'endettent pour fonctionner. Donc ça, c'est un sujet. Et une partie sur les marchés. Et une partie sur les marchés, mais il y en a. Quelle est la proportion en fait ? Alors, en fait, si vous voulez, moi, ça m'a toujours amusé parce que les gens qui font semblant de ne pas comprendre, ça me fait toujours rigoler. Surtout quand c'est des économistes et donc ils devraient comprendre. Vous avez des économistes qui aujourd'hui se posent toujours la question de savoir pourquoi, avec tout l'argent qui est imprimé, pourquoi il n'y a pas d'inflation. Bon, alors je vais leur expliquer encore une fois pour qu'ils essaient de comprendre. C'est pas toujours facile, mais bon. Si je vous donne demain, je vous donne 1 million d'euros. Et ce 1 million d'euros, vous vous précipitez et vous allez le mettre à la banque. Bon. Et dans 8 jours, je vous redonne 1 million d'euros. Et vous vous précipitez, vous allez le mettre à la banque dans votre coffre. Dans votre coffre. Bon. Vous avez 2 millions d'euros dans votre coffre. Est-ce que vous pensez que ça va faire de l'inflation ? Non. Vous achetez rien avec, vous faites rien avec, il dort dans votre coffre. Bon. Aujourd'hui, un quantitative easing, c'est ça. C'est-à-dire que la Banque centrale achète des obligations à des banquiers et elle les met dans son bilan. Et ça ne ressort plus de son bilan. Pourquoi voulez-vous que ça crée de l'inflation ? Ça ne peut pas en créer. Pourquoi voulez-vous que ça crée de l'activité ? Ça ne peut pas en créer. D'accord ? Alors, l'idée de départ, c'était de dire on va racheter des obligations à des banques qui vont nous les vendre. D'accord ? Et donc, elles vont se dégager des liquidités et donc vont pouvoir prêter à l'économie réelle. D'accord ? Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Et pourquoi ça ne se passe pas comme ça ? Parce qu'aujourd'hui, on va donner de l'argent à une banque. La banque, elle a le choix entre 3 choses. La première chose, c'est de l'investir dans les marchés financiers. Rentabilité immédiate, effet de levier maximal, et généralement, pour toutes ces opérations qu'elle fait, elle va avoir ce qu'on appelle un collatéral.
Un collatéral, c'est quoi? C'est une garantie de son investissement. Collatéral, ça peut être, je sais pas moi, des obligations d'État, par exemple, qu'on va lui donner. Et si jamais l'opération ne se termine pas bien, eh bien, elle est propriétaire de ses obligations d'État. Donc ça, c'est quelque chose qui est super pratique, qui vous garantit et qui vous permet de faire des opérations juteuses sur les marchés. D'accord ? Deuxième possibilité qu'elle a, c'est de prêter à l'économie. Mais vous prêtez à un industriel, c'est une galère. Vous allez être obligé de faire un dossier, d'accord ? Ça va rien vous rapporter, en fait, parce que ça vous rapporte plus rien de prêter à l'économie. Les taux sont tellement bas que bon, ça vous rapporte rien. Et en plus, vous prenez un risque majeur. C'est que si jamais il y a une récession et que la société, elle tombe en faillite, vous allez récupérer quoi? Des vieilles machines, des vieux ordinateurs qui sont inrevendables. Donc, vous allez perdre tout ce que vous lui avez prêté. Donc, vous ne le faites pas. Et puis, la troisième solution, c'est quoi? C'est vous prêter pour que vous achetiez de l'immobilier. Alors ça, c'est intéressant. Parce que au pire, vous récupérez l'appartement, la maison, l'immeuble. D'accord? Et donc, comme en plus, dans votre cerveau primitif, vous avez cette idée que de toute façon, l'immobilier, ça fait que monter, eh bien, vous préférez prêter pour ça que prêter à l'économie. Et donc, résultat, il y a très peu de cet argent qui est mis qui arrive dans l'économie réelle. Mais vraiment très très peu. Donc ça fait monter la bourse en gros. Donc ça fait monter la bourse, ça fait monter les actifs financiarisés comme l'immobilier, d'accord ? Mais en revanche, tout le reste, c'est en train de crever gentiment. Pourquoi, question certainement un peu idiote, pourquoi tout cet argent qu'on imprime, on ne peut pas le foutre directement dans l'économie réelle ? Parce que si vous imprimez, si vous voulez, c'est toujours la même chose. Bien sûr qu'on peut imprimer. Bon, simplement, je vous rappelle au départ que là aussi, c'est toujours le même système. C'est pas la queue qui remue le chien, c'est le chien qui remue la queue. Faut bien se mettre ça dans la tête. C'est vraiment un principe. Et en économie, vous allez voir, ça marche assez souvent. Et en fait, c'est quoi la monnaie ? En fait, la monnaie, c'est de l'huile dans les rouages. C'est pas ce qui fait tourner les rouages. C'est de l'huile dans les rouages. Pourquoi est-ce qu'on a mis de la monnaie dans les échanges ? On a mis de la monnaie dans les échanges parce qu'on avait de plus en plus d'échanges, que ça se faisait de plus en plus loin, qu'on échangeait des choses qui étaient différentes et que c'est à un moment compliqué de faire ça en troc, si vous voulez. Vous achetez un iPhone et je vous rembourse en mouton, ou je vous donne la monnaie en mouton, c'est un peu compliqué comme truc. Donc, on a inventé la monnaie pour justement pouvoir commercer. Et ce qui était jusqu'à assez récemment, jusqu'à les années 90 à peu près, vous aviez une corrélation presque parfaite entre la masse des échanges, le commerce international, et la création de monnaie. Ce qui était logique. Je veux dire, vous avez une transaction, quelle qu'elle soit, eh bien, vous avez la création de la monnaie qui permet cette transaction. Point barre. Mais pas plus. Et puis, depuis les années 2000 et encore plus depuis les années 2008, eh bien, vous avez le commerce international qui a plutôt tendance à baisser. Et puis, vous avez une explosion de la quantité de monnaie. Et le problème, c'est que les dirigeants se sont dit, il suffit d'augmenter la monnaie pour augmenter les transactions. Non. C'est les transactions qu'il faut augmenter. Et à ce moment-là, vous pouvez augmenter la quantité de monnaie. Mais l'inverse n'est pas vrai. Vous pouvez augmenter tout à fait la quantité de monnaie autant que vous voulez, vous n'augmenterez pas les transactions pour autant. Donc, c'est à chaque fois...
On prend les choses à l'envers. En gros, c'est... Est-ce qu'on n'est pas coincé maintenant, en fait? Ça donne l'impression un peu d'une fuite en avant. C'est-à-dire qu'on crée de la dette, toujours plus de dettes pour rembourser aussi les dettes passées sur l'espoir d'une croissance à venir dont on sait qu'elle a peu de chances de venir. Les politiques, en fait, sont-ils pas... Est-ce que les politiques sont démunis par rapport à ça? Est-ce qu'il y a encore un pilote dans l'avion? On est en mode automatique sans personne? Il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est-à-dire que vous êtes comme un... Aujourd'hui, vous êtes comme un cycliste. On est obligé de continuer, quoi. Si vous arrêtez de pédaler, vous vous cassez la gueule. Bah là, c'est pareil. Si vous arrêtez de faire du quantitative easing pour justement pouvoir faire de la dette, etc., et ben vous vous cassez la gueule. Donc, vous êtes dans une logique qui n'a plus de fin. Vous êtes dans une fuite en avant. Et la fuite en avant, quelle est la conclusion de la fuite en avant? C'est ça qui est intéressant, parce que si vous voulez, à la limite, si on prend quelqu'un dans la rue là et qu'on lui dit aujourd'hui, le bilan de la BCE, c'est 4 700 milliards. Demain, il est de 8 000. Le gars va vous regarder en vous disant, ouais, enfin bon, comme disait Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Hein, donc, c'est vraiment ça. Et il va pas se rouler par terre en disant, mais c'est affreux. Donc, et il a raison de le faire. Parce que finalement... Il n'y a rien de marqué dans le marbre, il n'y a pas d'équation mathématique qui vous disent qu'au-delà d'un certain niveau de bilan de la Banque centrale, les choses vont mal. Donc, qu'est-ce que font les politiques? En fait, ils fuient devant la monnaie, c'est-à-dire qu'ils fuient devant la dette, ils s'endettent toujours plus. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Vous êtes là, vous avez le choix entre... Qu'est-ce que vous faites quand... C'est court terme. Oui, mais qu'est-ce que vous faites quand vous êtes surendetté? Les entreprises le savent très bien. Elles commencent à faire ce qu'on appelle de la cavalerie. C'est du pénal, hein. Mais au niveau de l'État, ça n'est pas du pénal. Il y a plein de choses comme ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le choix entre, quand vous avez trop de dettes, vous avez le choix entre bouffer des pâtes tous les jours, d'accord? Vous serrez la ceinture pour pouvoir payer les intérêts et puis rembourser la dette, ou alors continuer à vous endetter. Si on continue à vous prêter, il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas. Or, l'État, c'est ça. L'État, il n'a pas de limite en soi, parce que on va toujours trouver quelqu'un pour lui prêter de l'argent, et il préfère ça plutôt que de prendre des mesures impopulaires, parce qu'il faut quand même savoir à quel horizon on parle. Un politique, aujourd'hui, il parle à quel horizon? L'horizon de ses élections. Donc, c'est tous les 5 ans. Hein, donc, ça va vite. Donc, en fait, il ne faut pas lui demander d'aller prendre des mesures qui sont impopulaires, etc., et qui risquent de ne pas le faire réélire. Donc, il va prendre des mesures simples. Et les mesures simples, si on ne veut pas baisser son train de vie, et lui... L'État n'a pas du tout l'intention de baisser son train de vie, eh bien, il veut continuer à refaire la déco dans l'Élysée, eh bien, il faut qu'il s'endette. Il n'a pas le choix, donc il le fait et ils font tous ça. C'est-à-dire ça s'arrête à quel moment, ça, en fait, cette logique de... ça s'arrête quand tout d'un coup, la population prend conscience que son billet ne vaut rien. C'est ce qui se passe en Argentine, c'est ce qui s'est passé au Venezuela, c'est ce qui se... vous savez, la blague, si la planche à billets enrichissait un pays, le Zimbabwe serait le pays le plus riche du monde. Oui, mais sauf que le Zimbabwe n'est pas le pays le plus riche du monde. Donc, il faut quand même se poser des questions, et ça n'a jamais enrichi un pays de faire tourner la planche à billets. C'est ce qui s'est passé au Venezuela, c'est ce qui s'est passé en Argentine. L'Argentine était un des pays les plus riches du monde. Enfin, faut vraiment se mettre ça dans la tête. Et c'est pas parce qu'on est en France que ça n'arrivera pas. Quand vous avez cette fuite devant la monnaie, qui je vous dis, il n'y a pas de retour possible. Oui, mais donc ma question, c'est quel serait le déclencheur? Qu'est-ce qui ferait que ça s'arrête à un moment donné? Parce qu'on peut continuer longtemps comme ça. Alors, je pense pas que ce soit, très honnêtement, je pense pas que ce soit financier. C'est-à-dire que on a l'exemple du Japon, qui est
très avancé dans la décomposition. Très en été. Voilà. On a l'exemple du Japon. Le Japon, jusqu'à maintenant, les Japonais ne se sont pas réveillés en se disant mais c'est bien sûr, ma monnaie vaut plus rien. Et pourtant, il y aurait de quoi. Hein. Donc, ça ne s'est pas passé, ça n'est pas arrivé. Et donc, qu'est-ce qui ferait que tout d'un coup, les Français, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Américains, etc., se réveillent en se disant mais c'est bien sûr, mon billet de $100, il vaut rien. Ou mon billet de 100 €, il vaut rien. Eh bien, je pense que ça va pas se passer comme ça parce que je vois pas très bien comment tout le monde aurait une illumination demain matin. Se réveillerait en se disant mais c'est bien sûr. Et donc, je pense que ça arrivera autrement, c'est-à-dire socialement. Je pense que on est en train en France de se libaniser. C'est-à-dire de faire ce qui s'est passé au Liban, c'est-à-dire, vous avez vu que M. Macron, hier, a annoncé qu'il n'était pas contre des listes communautaristes qui se présentent aux élections municipales. Eh bien, on est en train, justement, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de communautarisme en France, un peu comme au Liban, où vous aviez les Druzes, les sunnites, etc. Et donc, ça se finit ça mal. Puis les sociétés se polarisent un peu partout, c'est pas qu'en France. Voilà, et puis vous avez là, aujourd'hui, les banques qui sont fermées au Liban. Enfin bon, c'est joyeux, hein, ce qui est en train de se passer. Et c'est pas un pays lointain de sauvages, hein, les Libanais. Ça a été un des pays non seulement les plus beaux, mais les plus riches du monde. Donc il faut réfléchir à ça et pas se dire oui, ça se passe chez les autres, ça peut pas se passer chez nous, parce que ça peut se passer chez nous et que c'est la logique aujourd'hui veut que ça se finisse probablement de plus en plus mal dans la rue. C'est-à-dire que les gens serait quoi, ça serait une crise de confiance ou alors une crise macroéconomique? Non, mais c'est une crise macroéconomique. C'est-à-dire que vous allez arriver, et vous y êtes déjà entré, mais vous le savez pas encore, mais en récession majeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir de plus en plus de chômage, vous allez avoir des salaires qui vont baisser, vous allez avoir des entreprises qui vont fermer, vous allez avoir des banques qui vont fermer parce qu'elles vont avoir des difficultés, etc. Alors imaginez que demain, avec déjà une ambiance qui est quand même pas extraordinaire, imaginez que les gens se retrouvent devant leur banque fermée et qu'ils peuvent plus retirer leur argent. Vous imaginez bien que là, ça va être les gilets jaunes fois 1000, quoi. Donc, et je pense que c'est comme ça que ça a des chances d'arriver, que la prise de conscience risque de se faire. Malheureusement, hein, c'est pas, je le souhaite pas, mais je pense que c'est plus comme ça que par une espèce de prise de conscience une nuit. Donc pas forcément de crack financier. Mais le crack, vous l'aurez à un moment ou à un autre. Mais si vous voulez, c'est pas. Il faut savoir quelle est la cause de la conséquence. Tant qu'on imprime. Quoi, si vous voulez. Donc, tant qu'on imprime, je pense qu'aujourd'hui, ils en sont à un tel point que vous aurez, en cas de baisse des marchés marquée, je ne parle pas de 5%, mais en cas de baisse marquée des marchés, vous aurez une intervention des banques centrales massive et coordonnée. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas laisser tomber le système parce qu'ils savent que justement, ça peut ensuite partir vraiment de travers. Aujourd'hui, il faut vous imaginer, je vais repartir sur les États-Unis, mais c'est un cas intéressant. On vous dit que la croissance est repartie aux États-Unis. Monsieur Trump, en effet, se félicite d'avoir la bourse au plus haut, etc. La réalité, elle est tout autre. Vous avez un chômage de masse aux États-Unis, comme vous n'en avez jamais eu. Vous avez une croissance qui est extrêmement faible. Vous avez une dette qui explose aux États-Unis, et pas simplement la dette de l'État, la dette des ménages aussi, et énormément, bien plus que la veille des subprimes.
Aujourd'hui, les Américains sont beaucoup plus endettés que la veille des subprimes. Vous avez 50%, plus de 50% des Américains qui n'ont pas $400 devant eux. D'accord ? Donc, si ils ont un pépin qui fait $400, ils sont obligés de l'emprunter. C'est quand même un truc. On parle de la plus forte économie au monde. D'accord ? On ne parle pas d'un bled. Bon. Et donc, vous avez aux États-Unis aujourd'hui les fonds de pension, donc ce qui va payer la retraite des Américains, les fonds de pension qui sont tous en déficit. Et puis pas petits déficits, des déficits qui vont jusqu'à 40, 50, 60%, alors que la bourse est au plus haut. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que depuis des années, là, ils sont en train de mettre du risque dans les portefeuilles, de plus en plus de risques pour essayer de se rattraper. Ça veut dire qu'ils mettent des actions, en gros, avec un marché au plus haut. Qu'est-ce qui va se passer si le marché recule parce qu'il y a une récession ? Le tarif d'une récession sur un marché, c'est 30 à 40%. Qu'est-ce qui va se passer si le marché recule de 30 ou 40% ? Ils ne peuvent plus payer les retraites. D'accord ? Donc, s'ils ne payent plus les retraites aux États-Unis, qu'est-ce qui risque de se passer ? Ils sont tous armés. Il y en a une partie qui est à moitié dingue. Donc, excusez-moi, mais enfin, ça risque quand même de chauffer fort. Hein ? Donc, ça, vous l'avez aussi. Ça, il en faut peu pour que ça... En fait, il en faut très peu pour qu'à un moment, ça bascule. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'évidemment, les banquiers centraux veulent faire tenir le système. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? La probabilité la plus forte, c'est que au moment où les choses vont baisser, au moment où les marchés vont baisser, ils vont intervenir massivement et puis une action concertée entre toutes les banques centrales. Ils vont intervenir massivement. À ce moment-là, ils vont créer de la monnaie comme jamais on en a créé parce que s'il faut 1000 milliards pour faire remonter le marché, ils imprimeront 1000 milliards. S'il en faut 5000, ils en imprimeront 5000. S'il en faut 10 000, ils en imprimeront 10 000. Parce qu'ils se disent, de toute façon, comme ils comprennent rien, la population, c'est pas grave, on va les endetter ras la gueule et puis ça va bien se passer. Et puis ça profite de toute façon voilà. à quelques-uns. Mais le problème, c'est que malheureusement, comme ça ne part pas dans l'économie réelle, les gens vont s'apercevoir qu'ils sont les dindons de la farce et c'est là que ça risque de dériver et dans une mauvaise pente. Au-delà de tenir le système, ça profite quand même à ceux qui sont à l'intérieur de ce petit jeu. Puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui voient venir l'argent. Il y a les 0,1%. Mais finalement, c'est de l'argent fictif, si vous voulez, parce que vous allez voir Monsieur Zuckerberg, Monsieur Bill Gates, etc., dont la fortune s'est accrue de 20%, de 30%. Enfin, tout ça, c'est très fictif parce que c'est des titres de sa société. Tant qu'il les a pas vendus, ça peut aussi baisser de 40% le lendemain, si vous voulez, sa fortune. Donc, tout ça, c'est fictif. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, et ça depuis plusieurs années, merci par exemple Monsieur Obama aux États-Unis, qui a complètement détruit la classe moyenne aux États-Unis pendant ses 2 mandats. Il a fait très fort là-dessus. Vous n'avez plus de classe moyenne aux États-Unis. C'est assez extraordinaire. Ce pays qui justement était caractérisé par une classe moyenne qui était assez importante et au final assez riche, en 2 fois 4 ans. Comment ça se produit ça ? C'est simplement parce que, je vous dis, il y a un chômage de masse de 20%, que quand on regarde réellement la réalité des chiffres et qu'on passe au-delà des chiffres d'annonce de 3,6%, je crois, de taux de chômage, il faut regarder ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les boulots à temps plein ont été laminés au moment de 2008, 2009, etc. Et que les gens qui ont été réengagés, c'est des gens à temps partiel, c'est en général des petits boulots souvent de retraités qui cumulent
avec la retraite, 1, 2, 3 petits boulots pour essayer de Mais c'est de parce vivre. que la priorité de la politique économique a été donnée à la finance, en fait, plutôt que Mais de tout à faire fait, de c'est parce que l'investissement, de l'infrastructure, oui, c'est ça? mais c'est que les quantitative easing sont allés sur les marchés D'accord, c'est ce financiers dont on a parlé. pour soutenir. Enfin, il y a un truc qui est très clair. Enfin, pour ceux qui en doutent, qui s'amusent, ils mettent ils vont trouver ça sur Google assez facilement. Ils mettent le bilan de la Fed, le bilan de la Banque centrale américaine, hein, donc la croissance de ce bilan sur les 20 dernières années, et ils mettent le Standard & Poor's, c'est-à-dire l'indice phare américain. Eh bien, il y a une corrélation parfaite. C'est là exactement la même courbe. C'est-à-dire que quand la Banque centrale arrêtait son impression monétaire, eh bien, vous aviez une stabilisation de l'indice. Quand elle reprenait, vous aviez une hausse de l'indice. Quand elle arrêtait, vous aviez une baisse de l'indice. C'est sous perfusion complètement. Donc, c'est totalement sous perfusion. Et c'est uniquement lié à ça. C'est pas lié à une performance économique. C'est lié à ce que veut la Banque centrale. Point barre. Je voudrais qu'on essaie de faire le lien entre ce dont on vient de parler, la réalité du modèle économique, et d'autres sujets d'avenir qui nous concernent, notamment par exemple avec la problématique des enjeux environnementaux. Puisqu'on entend beaucoup dire par exemple que il faudrait faire des politiques de transition énergétique, d'investissement massif pour préparer l'avènement du changement climatique, etc. Tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Et on sait que finalement, ce sont ceux qui détiennent les cordons de la bourse qui créent le réel. Parce que sans argent, en fait, on ne peut pas créer les infrastructures, on ne peut pas créer ces choses-là. Est-ce qu'on est capable, dans ce système, de penser le long terme ? Mais non. Ce que je vous ai dit, c'est que le politique, il n'est pas là pour penser le long terme. Vous avez quelques politiques, mais c'est le président chinois, c'est le président russe qui voit à 25 ans. Et qui, eux, font des investissements macroéconomiques, voilà, c'est ça mais ne parlez pas de ça à M. Macron ou à Mme Merkel, si vous voulez. Pourtant, on en entend parler. Oui, mais c'est des court-termistes au possible, puisque de toute façon, ils savent que dans 2 ans et demi, ils sont plus là. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous avez d'un côté, si vous voulez, des joueurs d'échecs et des joueurs de Go, et puis vous avez de l'autre côté des joueurs de bingo, quoi. C'est à peu près le niveau. Ou des enjeux de type échec. Voilà, donc vous n'êtes pas du tout. Puis vous êtes. Honnêtement, c'est le règne de l'incompétence la plus totale. Regardez qui nous gouverne aujourd'hui. C'est de l'incompétence ou c'est vraiment du court-termiste avec cette idée que un peu après moi le déluge, c'est-à-dire que je sais ce que je fais, mais c'est de l'incompétence, et puis c'est de la gestion de leur carrière. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils savent qu'ils en ont pour 5 ans. Je prends tant que je peux, quoi. Voilà, que derrière, que pendant ce temps-là, ils vont prendre un maximum, et puis que derrière, ils feront des conférences, payer 500 000 balles et walou. Et puis voilà, et en même temps, il y a cette idée qu'on ne peut pas en sortir. Donc, Mais vous avez quand même des choses. Je suis désolé, il y a quand même des choses à faire. On pourrait, au lieu d'aller bêtement comme des moutons. Alors tout d'un coup, vous lancez un truc, ça a l'air écolo, tout le monde s'embarque là-dessus, comme la voiture électrique, etc. Personne ne se pose la question de comment on recycle les batteries, parce que c'est juste une tuerie. Savoir que dans une Tesla, il y a 600 ou 700 kilos de lithium, et que le lithium, ça pousse pas sous le pied, donc il y a une quantité limitée. Que pour sortir des terres rares, malheureusement, il y a rien de moins écologique que ça. Ça vous pourrit l'environnement. C'est bien pour ça d'ailleurs que ça se passe en Chine la plupart du temps. C'est que c'est vraiment pourri, radioactif, tout ce que vous voulez. Enfin, c'est dégueulasse. Et tout ça, on se lance dans des éoliennes alors qu'on sait pertinemment que ça ne sert à rien, que c'est là aussi que c'est absolument anti
anti-écologique, mais on y va et on dépense des milliards. Voilà, enfin, je veux dire, le jour où on aura des gens intelligents qui essaieront de se projeter réellement, qui ne seront pas sous les ordres d'un lobby ou d'un autre et qui feront ça pour le bien de l'humanité, mais je pense que ces gens-là sont pas encore nés, malheureusement. Ou pas en situation d'accéder au bon niveau. Une question qui m'intéresse liée à la monnaie sur laquelle tu vas peut-être pouvoir m'éclairer, toujours en rapport à l'écologie. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer la crise écologique actuelle liée à la surconsommation de ressources, entre autres, par le fait que c'est la dette, la création monétaire à partir de rien, en fait, qui permet à l'économie de tourner de manière complètement artificielle, tu vois, ou plutôt en hypothéquant justement des ressources futures qui n'existent pas. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'on pourrait être dans ce niveau d'exploitation des ressources, du vivant, etc., et d'émissions de carbone, sous Bretton Woods, par exemple, avec un dollar étalonné sur un bien matériel ? Non. Non, parce que ça limiterait d'office, si vous voulez, la création, ouais. La création. Mais ceci dit, je pense que c'est ce que je vous ai dit au départ. On est face aujourd'hui à un véritable changement de modèle. C'est-à-dire qu'il va falloir se poser là dans les quelques années à venir des vraies questions. Pas des questions de mettre un sparadrap sur une jambe de bois, si vous voulez. Des vraies questions. C'est-à-dire un changement de modèle, c'est pas juste, pour vous donner un exemple, c'est pas juste de repousser la retraite de 2 ans. C'est pas ça le sujet. C'est vraiment de repenser le modèle. C'est pas de continuer comme des idiots à surconsommer en permanence, à changer de téléphone tous les ans, quand c'est pas tous les 6 mois, et tout ça pour quoi ? Pour rien au final. Et donc, je crois qu'il faut réellement qu'on se pose les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est comment fait-on avec une démographie qui va bouleverser quand même beaucoup de choses, et bien plus vite même que l'écologie ou autre. Aujourd'hui, quand on parle de démographie, je viens de faire une émission sur la démographie, justement. Quand on parle de démographie, les gens vous regardent un peu bizarrement en se disant, de toute façon, c'est dans 100 ans. Non, c'est pas dans 100 ans, c'est maintenant. C'est maintenant, aujourd'hui, vous avez une population qui est vieillissante dans quasiment toutes les zones, sauf l'Afrique. Vous aurez, d'ici 30 ans, à peine, vous aurez 1 milliard de plus d'Africains. Et des jeunes. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer au niveau, en interne, en Afrique ? Qu'est-ce qui va se passer en termes d'immigration ? Parce que... le gâteau ne s'élargit pas en Afrique, bien au surtout contraire. Surtout dans un contexte de dérèglement climatique. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer aussi au niveau interne ? C'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus de dépendants, de moins en moins d'actifs. Comment on va faire ? Parce que c'est pas juste je recule d'1 an l'âge de la retraite, ça, c'est de la blague. Et on voit déjà les. Mais oui, mais c'est de la blague. Ça pose. C'est-à-dire que c'est pas le sujet, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut repenser le système. Est-ce que finalement la mesure même de la croissance qu'on a aujourd'hui, qui est la croissance du PIB, et ce que je vous ai dit, c'est à 70%, c'est la croissance des dépenses des ménages, est-ce que c'est une vraie mesure de la croissance ? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir autrement ? Est-ce que finalement on est dans un modèle où il faut sans arrêt consommer plus, donc sans arrêt faire des déchets supplémentaires, donc ça... Il y a vraiment quelque chose à repenser, et je pense, et malheureusement, si vous voulez, je pense que je vais être désagréable, mais les crétins qui nous dirigent, hein, parce que ce sont des crétins, en sont bien incapables. Voilà. Repenser le modèle.
Oui, puis à côté, on voit ce qui est aussi étonnant, c'est qu'on voit, alors c'est pas ceux qui nous dirigent, mais c'est ceux qui créent la norme. Tu vois, quand tu vois les travaux des- économiques qui récompensent le prix Nobel de 2018, donc de Nordos et Romer, qui nous disent qu'un réchauffement à 3 degrés serait une bonne chose pour l'économie. Euh, parce qu'il y a un réchauffement optimal, etc. Tu vois, c'est-à-dire qu'on reste dans... Enfin, je sais pas si tu es familier avec ça, mais le moi, ça problème, c'est m'échappe. que si vous voulez, enfin, les prix Nobel, c'est comme Monsieur Obama qui a eu le prix Nobel de la paix, ouais. le prix Nobel de la paix, alors que il n'y avait jamais eu autant de guerres sous son règne. Enfin, il y a un moment où faut être lucide. Tout ça, c'est de la blague, c'est de la représentation, c'est du marketing, si vous voulez. Donc, je crois qu'il faut pas Ou c'est un modèle qui s'entretient et qui... Oui, qui refuse de passer la main, les élites qui se passent de la pommade. C'est des séances d'autosatisfaction qui en deviennent même gênantes tellement c'est ridicule. Ok. Au niveau individuel, toi, tu fais quoi de tout ça, là, de toute cette vue un peu à la fois lucide moi, et sombre au niveau individuel, je vais vous dire très clairement les choses. Il y a en 2014, j'ai vendu ma société de gestion à Paris. En 2015, je suis parti dans ma maison de famille du Jura, donc j'ai quitté Paris. Je suis allé m'installer à la campagne. Je sors mon argent des banques françaises et je les mets dans des banques privées en Suisse de façon déclarée parce que je travaille en Suisse aujourd'hui et que donc j'ai mes sociétés là-bas et que aujourd'hui, si vous déclarez votre compte, vous avez parfaitement le droit de le mettre à l'étranger. Parce que les banques sont plus Parce que les banques sont plus sûres. Parce qu'elles fonctionnent différemment. Les banques privées, je ne parle pas de UBS et Crédit Suisse, je parle des banques privées. Parce qu'elles sont moins exposées au marché, c'est ça? Parce qu'elles ne sont pas exposées au marché, parce qu'elles ne prêtent pas d'argent, donc elles ne risquent pas qu'on leur... C'est banque à l'ancienne. Voilà. Mais ce que devrait être une banque aujourd'hui, ça fait des années qu'on dit que les activités de marché et les activités purement bancaires devraient être séparées, c'est-à-dire qu'on revienne à ce qu'on a appelé le Glass-Steagall Act, qui était une loi américaine qui séparait ces deux fonctions d'une banque, parce qu'une banque n'a pas à mettre en risque les dépôts des clients avec ces activités de marché. Que vous ayez une banque qui continue à faire des activités de marché, c'est très bien, mais à ce moment-là, c'est assez risque et péril, je dirais, et au risque et péril des gens qui vont jouer sur la bourse dans cette banque. Mais en revanche, vos dépôts, votre argent de tous les jours, votre argent d'épargne même que vous mettez de côté pour votre retraite, etc., n'a pas à être impacté par les décisions d'un petit trader dans son coin. Et donc, vous devriez avoir, et ça depuis longtemps, une séparation de ces activités de marché et de ces activités purement bancaires. Mais évidemment, ça ne fait pas rêver un banquier de faire que des activités bancaires sur la prime qu'il obtient en fin d'année. J'aime mieux vous dire que ça n'a pas grand-chose à voir entre ceux qui travaillent dans la partie banque et ceux qui travaillent dans la partie finance. Donc, ils n'ont pas du tout envie de séparer les deux activités et ça leur va très bien comme ça. C'est assez récent, en fait. C'est sous Clinton, ça, que ça s'était... Oui, c'est vrai. On a arrêté assez récemment cette histoire de Glass-Steagall Act, mais voilà. Et puis évidemment, quand on a voulu émettre l'idée que peut-être on pourrait le faire, eh bien à ce moment-là, je crois que c'était Monsieur Barouin qui convoquait les banquiers. Et les banquiers arrivaient en disant, écoute. Si tu nous embêtes, on prête plus à l'économie. Alors, c'est aussi le fait d'avoir une banque centrale européenne qui... Le ministre disait, écoutez, la monnaie, non, excusez-moi de vous avoir dérangé, rentrez chez vous.
voilà, je vous paye une On se voit la petite semaine coupe de prochaine. champagne pour le déplacement et au revoir messieurs. Et il repartait et en fait, il s'est rien passé. Il y a eu qu'un moment où on pouvait le faire. C'était en 2008. En 2008, elles étaient en train de se noyer et il suffisait de leur tendre une feuille blanche en leur disant vous signez en bas et nous on mettra le reste après. Mais on l'a pas fait. On les a remontés au sec, on les a séchés, on les a nourris, et puis après on leur a dit est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, penser à séparer vos activités ? Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des monstres en face de vous qui se sont remplumés et qui vous disent tu sais quoi ? Va te faire voir. Voilà. Et donc et ça s'est passé comme ça. Et aujourd'hui, le seul espoir qu'on ait, c'est qu'à un moment on replonge. Là, pour le coup, et que les banques soient vraiment mal, et qu'à ce moment-là, on ait un ministre de l'économie qui soit, comme disait Monsieur Tapie, sévèrement burné, et qui leur dise, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Et puis aux États-Unis, pas qu'en France. Aux États-Unis aussi. Pour finir, 2-3 livres à lire qui t'ont inspiré dans cette compréhension générale du monde ou de l'époque, pour bien vivre l'époque, tout simplement. Je sais pas si aujourd'hui, je trouve que malheureusement, ceux qui écrivent le plus sont souvent ceux qui ont le moins de choses à dire. Donc, je vais être assez méchant avec ça. Non, vous avez des livres, moi que j'ai bien aimé parce que j'aime son humour. C'est les livres de Charles Gave, par exemple, qui vous explique bien d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Après, je crois qu'il faut essayer de se renseigner justement sur des chaînes comme la vôtre ou sur d'autres supports qui sont pas TF1, parce que si vous comptez sur Hanouna pour vous expliquer l'économie, ça va pas être simple. Mais sachant que ne pensez pas que ce soit quelque chose d'inaccessible. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un bac plus 5 pour comprendre l'économie. Il faut juste simplement être pragmatique et avoir un peu de bon sens. Et c'est malheureusement ce qui manque le plus à nos élites, soi-disant nos élites et nos dirigeants. Donc, parce qu'on nous dit souvent, finalement, c'est trop compliqué, tu comprends pas, c'est un truc... Oui, mais c'est assez simple. Quand vous regardez, les choses sont assez... les choses sont assez claires. Il n'y a pas... je vous dis, moi, j'ai des filles de 17 et 20 ans, je leur explique, elles comprennent. Hein, c'est pas quelque chose d'inaccessible. Simplement, il faut que ce soit expliqué clairement et pas justement par des économistes qui vont vous expliquer ça avec des termes compliqués, avec des concepts compliqués, alors que c'est simple. Alors qu'il n'y a rien de plus simple que ça. Si vous voulez, quand je vous dis qu'est-ce que c'est que la planche à billets, c'est de sortir en fait de la monnaie, mais qui n'a aucun support, d'accord, qui ne correspond à rien. Vous savez qu'a priori, si on vous fait des quantités infinies de quelque chose qui correspond à rien, qu'est-ce que ça vaut ? Rien. C'est pas. Vous voyez, si vraiment ça permettait d'avoir quelque chose d'intéressant, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on condamne les faussaires qui font des faux billets ? Hein ? Chacun pourrait aller à sa photocopieuse, imprimer, je sais pas, 1 million, 2 millions, 3 millions, puis sortir faire ses courses. Puisque de toute façon, vous n'avez pas de conséquences à ça. Donc, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas tous ? Et c'est là que leur logique, entre guillemets, coince. Si vous voulez, si vous êtes confronté à la réalité, ok, très bien, la planche à billets n'a aucune conséquence. Faisons-la pour nous, au moins on s'éclatera. Hein. Bon, le problème c'est que ça ne marche pas comme ça. Donc, et ça c'est pas très compliqué à comprendre, si vous voulez. Ok, merci beaucoup. Merci Olivier Lamarche.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater, et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées, ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge. À bientôt.